Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Alors, au moment où je vous parle, c'est terminé le fameux meeting de Macron à la Défense Arena, je crois, ou je ne sais plus exactement où. Enfin, c'est une grande salle. Le bilan, c'est du Macron. Mais là où ça peut éventuellement interpeller, c'est que malgré des tentatives d'essayer de réserver des places, c'est-à-dire des gens réservent des places et en fait n'y vont pas, pour essayer tout simplement de créer un vide, force est de constater qu'en effet, ils n'ont pas rempli l'aréna, mais il y avait quand même du monde. Et donc, ce meeting pose la question. Comment autant de monde peut-il, de son propre choix, de son libre arbitre, se rendre au meeting du président candidat? Qu'est-ce qui les motive? Quelles sont leurs ambitions? Qui sont-ils? De quelle classe sociale ils appartiennent? Eh bien, j'ai envie de dire qu'il y a quelques sondages qui ont été faits, ou des micro-trottoirs, comme on les appelle, auprès de jeunes, et des jeunes répondent que oui, ils voteront pour Macron. Mais alors attention, ce qui prouve quand même qu'ils ne sont pas idiots, c'est qu'ils disent on va voter pour le moins pire. Voter pour le moins pire. C'est-à-dire que finalement, nous allons peut-être avoir 60-70% des Français qui vont voter non pas pour, mais contre. Quelle preuve il vous faut de plus pour vous faire la démonstration que la démocratie, que la République est morte? Quand on en arrive à avoir une démocratie qui n'est plus capable de proposer des candidats viables, crédibles, qui attirent l'intérêt des Français selon évidemment leur catégorie sociale, leurs intérêts communs qu'ils peuvent avoir sur le plan idéologique, politique, de conviction, etc. Alors il y en a, plus particulièrement extrême droite. On peut dire qu'extrême droite, il y a des gens qui sont des gens mués par une certaine idéologie. Alors après, on ne va pas en débattre, mais concernant Macron, où contrairement à 2017, là on a 5 ans de recul. On a 5 ans où on a vu le résultat. Où finalement, il n'a fait que confirmer ce qu'on avait dit en 2017, que c'était un banquier, que c'était un liquidateur, que ce type était là pour torpiller tous les attraits, tous les avantages que pouvait procurer le système français, plus particulièrement le système social français. Eh ben non, il y en a qui continuent à croire que... Alors, ces gens, qui sont-ils? Évidemment, les premiers auxquels on va penser, c'est les rentiers. Rentiers à la fois retraités, bonne pension, pension méritée par un travail qui a été lucratif, par une carrière exemplaire, et qui plus est leur permettent aujourd'hui, même en cas de situation d'inflation, arrivent à bien vivre, voire même à s'être construit un petit patrimoine immobilier, financier, etc. Donc, on peut dire que ces gens font partie des privilégiés, sans être très riches, mais suffisamment pour être de ce qu'on appelle issus de la classe moyenne aisée. Donc ces gens-là, en effet, ils ne sont pas concernés directement, ils ne sont pas extrêmement touchés par les situations, les conditions économiques et sociales. Ils ne sont particulièrement pas touchés par la délinquance, la violence. Mais il y a certains points sur lesquels je pense qu'ils ont l'intelligence suffisante pour se rendre compte que Macron n'est pas un président des Français. C'est le président de la finance, des mondialistes. Sauf que quand vous avez des européistes convaincus, on peut considérer qu'en France, il y a des citoyens français qui sont des mondialistes convaincus. Nous avons également, on peut considérer qu'il y a la classe
moyenne aisée, entrepreneurs, patrons de petites entreprises, etc., etc. C'est-à-dire des personnes qui ont, elles aussi, des situations, des statuts sociaux élevés, sans être non plus considérés comme étant des riches, ou des nouveaux riches, ou des nouveaux bourgeois. Quoique la bourgeoisie, c'est pas forcément être riche, c'est faire partie d'une certaine classe, une certaine catégorie sociale, sans considérer qu'il y a un montant minimum pour se considérer bourgeois. Cette classe-là, elle n'a pas d'intérêt dans d'autres candidats que Macron. Parce que Macron est un réformateur. C'est un ultralibéral, donc forcément, c'est quelqu'un qui veut réformer le droit français, qui veut réformer le droit du travail, qui veut réformer un certain nombre de principes protectionnistes pour complètement libéraliser le marché. Donc évidemment, ces gens-là, plus vous libéralisez le marché, mieux c'est pour eux. Donc ils ne vont pas voter Mélenchon. Je dirais même qu'il y a dans cette catégorie sociale des gens de gauche, mais que la gauche n'a pas su séduire ou n'a pas su convaincre, et qui vont voter Macron. Et puis évidemment, il y a tous les riches. Tous les riches, les très aisés, etc. Mais eux représentent quoi? Une très faible minorité dans la population française. Et donc ne justifie pas de pouvoir se convaincre que Macron va se faire élire que sur leur propre électorat. Mais alors qu'est-ce qui reste? Eh bien il reste ce que j'appellerais, ce que nous appelons les idiots utiles. Les idiots utiles, c'est tous ceux qui vont se faire embarquer dans cette idéologie qui consiste à ne pas voter ni pour l'extrême gauche, ni pour l'extrême droite, ni pour le Parti socialiste parce que Hidalgo a su démontrer son incapacité à être crédible, ni pour les républicains parce que ça fait des décennies qu'ils se sont partagés le pouvoir avec les socialistes et que pour un résultat qui est catastrophique. Les centristes, sont les centristes. Et puis les écologistes, comme je vous l'avais expliqué, ils ont eu leur petit moment de gloire, ils avaient une opportunité de montrer ce dont ils étaient capables, sauf qu'ils se sont complètement décrédibilisés en se lançant des défis, en se lançant des projets complètement idiots, voire pas du tout prioritaires par rapport à d'autres sujets, même qui les concernent en tant qu'écologistes, dans leur prise de pouvoir de certaines municipalités ou de certains statuts d'élus. Et donc, on a une proportion suffisante pour s'assurer que Macron va être réélu. Alors attention, le premier tour finalement va être décisif. Il va être décisif comme je vous l'avais expliqué dans une précédente vidéo parce que quand on aura les résultats, il suffira tout simplement de faire des comptes d'apothicaire pour déterminer de façon approximative certes, mais évidente, quels vont être les reports de voix. On le sait, peut-être que Mélenchon fera qu'en 2017, il ne donnera pas de consigne, comme il l'a fait. Pour lui, c'est un moyen de ne pas s'engager ou telle voie. Il laisse donc son électorat avoir la responsabilité et le libre arbitre de leur choix dans le vote du deuxième tour. Pécresse, on le sait, et d'ailleurs c'est ce qui fait un des arguments contre elle, c'est que au premier tour à 20h, elle restera dans ses bottes, sauf que le résultat lui démontrera qu'elle n'est pas au second tour, et qu'à 20h02, elle demandera de voter au second tour pour Macron. Pourquoi? Exactement pour la même raison pour laquelle Hidalgo est toujours dans la course. Parce que force est de constater qu'en effet, Hidalgo aujourd'hui, elle est hors course. Elle va se faire blackbouler au premier tour. C'est évident. Sauf que, après, vous avez les intérêts politiques. Et c'est là qu'on en vient. C'est-à-dire qu'après les résultats du premier tour, c'est là que vont commencer les stratégies. Les stratégies qui vont consister à essayer de se rapprocher de l'un ou de l'autre des candidats du second tour pour essayer de placer et de se placer pour les législatives. Si Hidalgo appelle à voter Macron, ça veut dire que les socialistes vont essayer de sauver leur tête
aux législatives, c'est-à-dire de permettre évidemment ou éventuellement des co-listes pour les législatives, de telle manière à ce que les socialistes puissent au moins avoir encore un minimum de sièges de représentation à l'Assemblée nationale. Même si à la rigueur, l'élection du premier tour sera significative de la représentation nationale. C'est-à-dire que si Hidalgo ne fait pas les 10%, eh bien on pourra considérer que le Parti socialiste aujourd'hui ne représente moins de 10% d'opinion des Français, en tant qu'idéologie, en tant que parti politique. Nous sommes d'accord. Parce que ça aussi, le premier tour, c'est très intéressant, c'est de se rendre compte, vu les résultats, que sur un échantillon d'inscrits de plus de 40 millions de Français, alors je crois que cette année, il y a 46 millions d'inscrits pour cette élection, quand vous avez des partis politiques qui font 5, 6, 8, 10%, vous vous rendez compte que sur 46 millions de Français, ces partis, en fait, ne représentent que 10%. C'est-à-dire que le premier tour révèle qu'il y a en effet une diversité politique, mais que cette diversité politique, finalement, certains partis politiques qui s'octroient souvent des tribunes, qui s'octroient souvent une grande majorité du temps de parole dans les médias, et qu'au final, ils ne font que 10%. Donc j'ai envie de dire, c'est bien la preuve que nous sommes devant un état du paysage politique français pitoyable. À qui la faute? La faute, évidemment, c'est au consumérisme. Comme je vous l'ai dit, depuis Sarkozy, on ne vote plus majoritairement par idéologie politique, on vote par consumérisme. Ce que le candidat, ce que le politicien peut m'apporter à moi, pour mes intérêts, à moi, pour mes profits, à moi. Ni plus, ni moins. Comme je vous l'avais dit dans une précédente vidéo, à la rigueur, il y a peut-être encore les communistes. Les communistes qui peuvent encore voter dans un esprit collectif. Je ne vote pas que pour mes intérêts, mais je vote pour l'intérêt collectif. Et si je vote pour l'intérêt collectif, je vote par conséquent aussi pour mon intérêt. Ça coule de source. Mais force est de constater qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de Français qui n'ont pas cet état d'esprit. Qu'ils votent uniquement par leurs propres sentiments, leurs propres intérêts. Rien ne l'interdit. C'est la liberté. C'est la démocratie. Mais force est de constater que lorsque vous avez un paysage politique, des politiciens, des idéologues, qui jonglent justement sur ces aspects consuméristes, eh bien on réussit à pousser des Français à voter même pour un candidat qui n'est pas leur premier choix. C'est-à-dire pousser les Français à voter contre une idéologie, contre une personnalité, et non pas pour une personnalité. Donc comme je reviens sur Pécresse, on le sait, elle, de toute façon, elle appellera à voter Macron, parce que derrière, elle fera exactement comme en 2017, c'est-à-dire que les Républicains vont essayer de sauver leur tête pour les législatives. Les centristes, de toute façon, eux aussi, ils sont dans la brèche de la Macronie. D'ailleurs, on a envie de leur dire, ne vous appelez plus centristes, entrez directement dans le parti En Marche, ça nous facilitera la tâche. Il reste évidemment les partis d'extrême droite, entre guillemets. Et c'est là qu'évidemment la surprise va se faire. Qui de Marine Le Pen ou d'Éric Zemmour va finir au second tour? Fut un temps où c'était Zemmour qui était en bonne place. Sauf que je pense que depuis quelques semaines, il y a des informations qui remontent dans les sphères politiques et qui démontrent que, attention, là on commence à voir des signes, on commence à voir des chiffres, on commence à voir un paysage qui commence à se dessiner, qui nous tente à prouver qu'il y a un risque de mettre Zemmour en face de Macron. Donc ça sera déterminant au premier tour.
Parce que quels que soient les sondages que l'on fait, il est évident qu'aujourd'hui, toutes les directions de campagne de tous les partis politiques n'attendent qu'une réponse à une question. C'est combien réellement va faire Zemmour? Même si à la limite il n'est pas au second tour. Mais s'il arrive à faire au moins plus de 15%, ça veut dire que ces plus de 15% iront certainement à celui qui sera en face de Macron. Évidemment, Marine Le Pen. Et inversement, c'est que si tout d'un coup, Zemmour, que certains pensent qu'il va être le prête-nom à Macron pour se faire réélire, arrive en effet au second tour, ça va quand même poser un problème, parce que ça veut dire que si Zemmour arrive au second tour, ça veut dire qu'il est la deuxième puissance politique du pays. Donc ça veut dire que même s'il ne perd la présidentielle, ça veut dire que pour les législatives, il a la possibilité, même en ayant des alliances avec d'autres partis politiques, je pense à Philippot, je pense à Dupont-Aignan, je pense à Asselineau, même si là peut-être que j'exagère un peu, mais allez savoir. Zemmour aura une capacité, même s'il n'est pas élu, d'être le candidat de l'unification de toutes les droites. Et là, ça lui donne donc un pouvoir politique. Et en effet, pour les législatives, ça pourra faire toute la différence. Parce que clairement, est-ce que Marine Le Pen, si elle perd, c'est-à-dire que si elle n'est pas au second tour, et que c'est Zemmour qui arrive au second tour, je pense que Le Pen, il va falloir qu'elle réfléchisse bien, de se dire, bon, là c'est bon, j'ai fait tout ce que je pouvais, là maintenant c'est fini. Donc maintenant, jouons la carte de l'unification, jouons la carte de l'opposition, de telle manière à pouvoir essayer de construire quelque chose pour aller à l'encontre de la Macronie au niveau du Parlement. Parce que si Macron est élu pour 5 ans, la seule façon d'éviter le pire, c'est qu'il n'ait pas la majorité à l'Assemblée nationale. Donc ça veut dire que les législatives, il ne faut pas qu'il gagne. Ce que je vous dis là, c'est ce qu'il faudrait. Est-ce que c'est ce qui va se passer? J'ai bien peur que non. Pourquoi? Tout simplement parce que il y a trop de fierté, il y a trop d'ego chez les souverainistes pour, à un moment donné, se poser la question et se dire, bon, on a tout essayé, on se rend compte que le système est verrouillé, la seule façon d'exister, c'est que nous nous unifions. Sauf qu'évidemment, s'unir, ça veut dire quoi? Ça veut dire s'unir derrière un leader. Or, vous comprendrez, j'imagine mal Marine Le Pen abandonner le Rassemblement national pour se ranger derrière Zemmour. J'imagine mal Dupont-Aignan abandonner son parti politique pour se rallier et se joindre à un parti unique derrière Zemmour. Tout comme Philippot et Asselineau. Je pense que non. Donc on sera toujours dans un phénomène de division. Alors qu'en face, il va y avoir un front unique. Alors attention, je dis un front unique qui n'est rien de démocratique. C'est un front unique opportuniste. C'est-à-dire s'assurer la place, s'assurer l'avenir, s'assurer des positions et trahir le peuple français. Parce qu'évidemment, que ce soit des républicains, que ce soit des socialistes, que ce soit divers gauches, que ce soit divers centristes, que ce soit même d'autres politiciens affiliés qui se considèrent comme macronistes, tous ces gens-là vont être obligés d'agir dans le sens de la politique d'Emmanuel Macron. Comme d'ailleurs on a pu le voir avec tous les députés, ou une grande majorité de députés macronistes, qui en règle générale faisaient acte de présence à l'Assemblée nationale et ne faisaient qu'exécuter les ordres qu'on leur donnait.
Même si certains vont vous garantir que c'est pas parce qu'il y a une majorité présidentielle que la majorité présidentielle doit dire amen à tout ce que le président dit. Force est de constater que depuis 5 ans, c'est ce qui s'est passé. On a même vu pire, c'est que même quand certains candidats macronistes s'opposaient à des projets de loi, ou même quand dans le rang républicain non aligné à la Macronie, eh bien les têtes de sections de partis de l'Assemblée nationale ont remis de l'ordre. Plus particulièrement lorsque des lois ont été rejetées, personne ne quitte l'hémicycle, on représente la loi et on la représentera jusqu'à temps que vous votiez oui. C'est du chantage. Bon, sauf là récemment où des députés ont réussi quand même à faire une interruption de session pour reporter les débats au jour suivant. Mais finalement, c'était que du spectacle, c'était que du show, puisque finalement la loi a été votée. Je rappelle, c'était la loi sur le pass vaccinal. Hein. Donc, de toute façon, je pense que si vous savez prendre un petit peu du recul et de la hauteur sur la situation, vous serez comme moi forcé de constater que la République, elle est morte. Parce que de toute façon, quel que soit le candidat qui sera élu, il y a trop d'enjeux, il y a trop d'intérêts, il y a trop de pouvoir qui sont en jeu pour laisser être élu à la tête du pays quelqu'un qui irait à l'encontre des intérêts. Alors attention, Zemmour, récemment d'ailleurs, et c'est assez étonnant parce que c'était face à Pauline de Malherbe, je crois, qui a dit une chose que, je ne sais pas, les gens pas, mais moi je l'ai, tout d'un coup je me suis dit, qu'est-ce qu'il est en train de dire quoi là? Il est en train de dire que de toute façon, pour retrouver de la souveraineté, il faudra forcément sortir. Sortir? Mais sortir de quoi? Et d'ailleurs, ce qui est étonnant, c'est que Apolline de Malherbe n'a apparemment pas rebondi sur le propos. En disant, attendez, monsieur Zemmour, qu'est-ce que vous venez de dire? Est-ce que vous envisagez de sortir de l'Union européenne? C'est-à-dire que tout d'un coup, Zemmour, qu'on disait, ben non, de toute façon, il ne veut pas sortir de l'Union européenne, etc., donc adoubement, au fait, pas de problème. Et là, tout d'un coup, il sort que peut-être, il envisage, en effet, de faire un référendum pour demander aux Français, est-ce que vous voulez rester en Union européenne ou en sortir? Mais attention, attention, je vous vois venir. C'est pas parce qu'il y a un référendum que ça va être l'opportunité pour les Français de dire, non, on veut sortir. Rappelez-vous, 2005. Parce que même si Zemmour fait un référendum pour sortir, je vous l'ai dit, premier scénario, la France veut sortir de l'Union européenne, l'Allemagne s'aborde l'Union européenne avant même qu'on l'en sorte. Je rappelle que l'Allemagne est dotée aujourd'hui des outils qui lui permettent, en moins de quelques jours, de refrapper monnaie. Alors que la France, elle est en slip. D'accord ? C'est-à-dire que si l'Allemagne décide de s'aborder l'Union européenne, ben la France, attends, qu'est-ce qui se passe? Bon, alors qu'est-ce qu'on fait? Bon, il faut qu'on fasse une monnaie là. Est-ce qu'on a tous les outils pour faire la monnaie, etc. Il faut qu'on crée les traités, etc. Il faut qu'on coordonne les machins, etc. Et ça va être la panique. Ça va être la panique parce que si l'Allemagne s'aborde l'Union européenne, ça veut dire que l'euro, terminé, au revoir. Vous imaginez tous les pays qui sont sous l'euro actuellement? À votre avis, qu'est-ce que ça va avoir comme conséquence? Mais à vrai dire, tout ceci, on en reparlera, parce qu'on verra comment les choses évolueront selon qui a été élu. Même si actuellement, comme je vous le dis, on est plutôt sur une fourchette de 65-70% de chances que Macron soit réélu. À moins d'une surprise. D'une surprise que même les spécialistes experts politiques n'avaient pas prévu, ou n'avaient pas vu venir. Même si, chez certains professionnels de la télévision, de l'expertise politique, etc., il y a des fois des propos de gens qui laissent suggérer l'idée que, ah oui, on se plie un petit peu au scénario
officielle, mais nous, on considère que il y a certaines données qui sont un petit peu faussées et qu'on pourrait avoir une surprise. Bon, même si cette surprise, elle n'est que véritablement infime en proportion dans les différents scénarios. Donc, je reviens, le meeting de Macron pose quand même cette question. C'est l'échantillonnage de ces gens qui étaient au meeting, qui sont-ils? Des macronistes, des jeunes issus de quel milieu, etc. Je vous avais montré des photos des militants qui faisaient du tractage, etc. Et je vous avais dit, c'est marrant, ça manque un petit peu de diversité. Et puis en plus de ça, on a plutôt l'impression d'avoir affaire à des petits jeunes issus de familles notables que de jeunes issus de la petite classe moyenne. Ce qui d'ailleurs reprend un petit peu aujourd'hui le risque d'avoir une lutte de classe. Parce que là, très clairement, la lutte de classe, cette élection présidentielle est une lutte de classe. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est une France bourgeoise, élitiste, mondialiste, globaliste, ultralibérale, contre une France populaire, sociale, solidaire, ouvrière, laborieuse, dans la merde, disons-le. Et donc, parmi tous ces candidats, alors Hidalgo, j'en ai parlé, je vous ai dit, vu l'état de sa campagne, de toute façon, si elle avait un tant soit peu de fierté, elle se serait retirée depuis longtemps, sauf que, comme je vous l'ai dit, il y a l'intérêt aussi de rester jusqu'à la fin pour ensuite préparer les législatives et essayer de sauver les meubles. Ensuite, vous avez Jean Lassalle, finalement. Jean Lassalle, d'ailleurs, qui nous a fait une prestation chez BFM devant Apolline de Malherbe. Me poser toutes les questions. Cette campagne est pourrie. Pour une fois, pas parler politique, parce qu'on savait qu'ils étaient d'une lâcheté crasse, et j'en fais partie, parce qu'il y a longtemps que je suis en politique, mais on ne savait pas que les journalistes l'étaient autant lâches. Et qu'ils sont capables, oui, d'une lâcheté. On est lâche aujourd'hui. D'une lâcheté, je vous pose des questions, vous n'y répondez pas. Ah, écoutez, et c'est moi qui suis lâche? Oui, pas vous toute seule. Apolline de Malherbe, qui était magnifique. Bon, attention, c'est Jean Lassalle. C'est un personnage atypique, il a son style, etc. Mais sincèrement, je pense que Jean Lassalle, même s'il fait un tout petit score, il a su aujourd'hui, contrairement à 2017, où à 2017, en effet, les médias avaient tiré de lui un portrait, c'était le bouseux, finalement. Sauf que là, il s'est quand même battu. Il fait des interventions aujourd'hui que je trouve de qualité, et qui démontrent bien, finalement, ce que je vous dis dans mes vidéos, c'est que la République est morte. Tout est vérolé, tout est cancérigène, il y a des cancers partout. Tout est infiltré. Le système est verrouillé. Et il le dit. Et force est de constater que ce qu'il dit ne tombe pas forcément dans l'oreille d'un sourd. Jadot, pareil. Est-ce qu'il va faire la connerie de dire que il faudrait voter contre? C'est-à-dire que limite, Jadot est tellement hypocrite qu'il n'est même pas capable de dire voter pour Macron. Il va dire non, il faut voter contre le parti de la haine, contre l'extrême droite. Donc ça veut dire voter Macron. Bon, Artaud et Poutou, de toute façon, c'est des candidats... alors, j'attire votre attention sur Poutou et Artaud, parce que c'est des candidats qui sont hors système. Ils sont plus ou moins adoubés sans l'être. C'est-à-dire que, de toute façon, même, ils n'ont pas besoin d'être adoubés pour être candidats, parce qu'on sait que, de toute façon, ils ne feront jamais des miracles. Ils feront des scores... C'est-à-dire qu'en fait, Poutou et Artaud sont en fait des figurants, des figurants qui servent à démontrer que, vous voyez, la République, la démocratie, elle fonctionne, puisqu'on a des candidats qui représentent même des petits partis, très minoritaires, etc. Il n'y a pas de danger, c'est pas eux qui vont arriver au second tour. Donc,
Reste Dupont-Aignan, bon, je vous ai dit Dupont-Aignan. Le problème que j'ai avec Dupont-Aignan, c'est que ce type-là, il ne m'inspire pas confiance dans le sens où il joue sa carte personnelle. J'ai beaucoup de mal à trouver de l'idéologie derrière ce type. Alors, même si des fois, il rencontre, il parle de sujets, il débat de sujets qui, en effet, sont intéressants et remettent un petit peu de perspective sur certaines réalités au niveau de la société française, au niveau de sa structure économique, sociale, etc. Mais, je sais pas, il y a quelque chose qui passe pas chez lui. Et puis, je crois que j'ai fait le tour, parce que Pécresse, donc les Républicains, socialistes Hidalgo, Jadot pour les écolos, Dupont-Aignan pour Debout la France, Philippot s'est retiré parce qu'il n'a pas eu ses signatures, Asselineau pareil. Donc j'ai fait un petit peu le tour là actuellement des candidats et il nous reste Mélenchon. Et là je vous avouerai très franchement, là Mélenchon, je ne sais absolument pas qu'est-ce qu'il va faire au premier tour. Force est de constater qu'en effet, il sera certainement dans le top 5. Il n'y a pas à tortiller du cul pour chier droit. Mais alors à quelle position? Est-ce qu'il sera le 3e? Est-ce qu'il sera le 4e? J'en sais absolument rien. Parce qu'aujourd'hui, il est très difficile de définir l'électorat Mélenchon. Alors on le sait, Mélenchon va récupérer en effet un électorat de gauche, l'électorat socialiste traditionnel, qui aujourd'hui a compris que le Parti socialiste est dirigé par des cons. Mais il y a certaines positions politiques, certaines orientations chez Mélenchon, que s'il avait choisi plutôt la prudence, plutôt la raison, peut-être qu'il aurait un gain électoral beaucoup plus important. Mais il y a certains sujets sur lesquels ça coince. Je dis ça coince dans le sens où il aurait pu taper dans l'électorat écolo, déçu de la politique des écologie, environnement les Verts, environnement, écologie, les Verts, non, Europe, écologie, c'est ça, Europe, écologie, les Verts. C'est-à-dire que cette élection, en fait, va être aussi une façon de voir comment va se déplacer des électorats qui étaient à l'origine acquis à des idéologies ou des partis politiques, mais qui, parce que ces partis politiques ne sont plus l'ombre que d'eux-mêmes, va y avoir une partie de cet électorat qui va se reporter forcément ailleurs. Tout comme Zemmour, on le sait maintenant, va certainement récupérer une partie de l'électorat de la droite traditionnelle. Mais la proportion, on ne la connaît pas. Est-ce qu'il va en récupérer un quart, un tiers? Ou est-ce qu'il va récupérer 2 tiers? C'est-à-dire que si par exemple, au premier tour, Pécresse fait un score minable, et que Zemmour monte, là on aura la preuve. On aura la preuve qu'en effet, les Républicains, c'est fini. Ils ont perdu leur électorat, ou une grande partie de leur électorat, qui aura été chez Zemmour. Puisque chez la droite républicaine traditionnelle, conservatrice, il y a des sujets sur lesquels les Républicains ont loupé le coche. Par complaisance politique, par idéal clientéliste, local parfois. Donc ils se sont fourvoyés. C'est d'ailleurs pour ça d'ailleurs qu'ils se sont fait blackbouler déjà en 2017. Entre autres les affaires, etc., qui sont entrées aussi en ligne de compte. Donc Mélenchon, voilà, je ne sais pas. Je ne sais pas, pareil, comme Zemmour, s'il fait un très bon score, ça veut dire qu'en effet, il a récupéré au moins plus de la moitié de l'électorat de gauche. À condition que, évidemment, Hidalgo fasse un score totalement minable. Voire même les écologistes. Si les écologistes perdent énormément de points par rapport à ce qu'ils avaient fait en 2017, eh bien Mélenchon, lui aussi, même s'il n'atteint pas le second tour, Mélenchon va avoir une carte à jouer énorme pour les législatives.
Parce que ça veut dire que s'il fait un très bon score au premier tour, sans être sélectionné au second tour, ça veut dire que pour les législatives, il peut grossir son rang à l'Assemblée nationale. Et là, il ferait, en effet, un parti d'opposition non négligeable. Donc, on va voir dans quelques jours comment va tourner la situation. S'il y en a certains d'entre vous qui se posent la question si je vais voter, non, je ne vais pas voter. Je ne vais pas voter parce que je n'ai pas envie de voter, mais parce que, malheureusement, comme je vous l'avais expliqué en 2017, pour ceux qui n'étaient pas là, je vais vous le réexpliquer, pour nous, les expatriés aux États-Unis, nous avions ce qu'on appelait des correspondants consulaires. C'est-à-dire que ce sont des gens qui étaient rémunérés pour, localement, nous permettre d'accéder à l'administration consulaire, pour les passeports, pour des démarches administratives, etc., etc. Ce qui nous permettait, pour nous les Français, à côté dans les environs de Charlotte, d'avoir un correspondant à Charlotte, et qui s'occupait également des élections. Sauf que, en 2017, plus précisément en 2016, cette personne n'a pas été renouvelée. C'est-à-dire que maintenant, nous autres Français qui habitons dans le coin, nous sommes obligés de nous taper 200 bornes pour aller dans la ville la plus proche, où se trouve le bureau des élections, c'est-à-dire Greenville. Et pourquoi Greenville ? Parce que c'est à Greenville que se trouve la plus grosse usine Michelin des États-Unis. Et que par conséquent, à cette usine Michelin, il y a beaucoup de Français. Voilà. Sauf que voilà, 200, ça fait 400 bornes aller-retour quand même, pour aller voter. Donc voilà, c'est compliqué, et puis malheureusement, de toute façon, moi comme je travaille le dimanche, c'est pas comme en France où logiquement vous pouvez quitter votre travail pour aller voter. Aux États-Unis, eux, ils en ont rien à foutre, c'est pas leur problème. En revanche, pour les législatives, je fais partie du panel du vote électronique. C'est-à-dire que je vais pouvoir voter aux législatives par le vote électronique. Donc voilà pour la petite histoire. Très rapidement, pour terminer cette vidéo, qui fait un petit peu un survol de la situation à quelques encablures désormais du premier tour, les scandales. Il y en a, s'en sont. Sauf que le problème, on a l'impression que Macron en a rien à cirer. Même à la limite, il est très rassuré de se dire que de toute façon, quoi qu'on dise, quoi qu'on fasse, moi, je suis protégé, donc je continue dans ma lignée. Alors que c'est quand même des affaires qui sont sérieuses. Je dirais même inquiétantes, parce que l'affaire McKinsey, au-delà même de McKinsey, pose le postulat de dire, mais finalement, les cabinets de conseil privés, dont je vous rappelle ma précédente vidéo, si vous ne l'avez pas vue, allez la voir, parce que je vous fais un échantillon du panel des différents cabinets de conseil qui agissent aujourd'hui auprès des ministères du gouvernement, c'est que aujourd'hui les Français sont de cette perspective d'une question légitime. Est-ce que finalement le gouvernement français a pris des décisions sur des conseils ou sur des ordres? Attention, quand je dis ordre, évidemment, ce n'est pas des ordres à proprement parler. Mais vous savez que, aussi bien que moi qu'il y a la subtilité de mettre en évidence des conseils, mais des conseils qui en réalité sont bien des mesures, des ordres, des consignes. Comme d'ailleurs l'Union européenne le fait avec la fameuse copie, les fameuses recommandations de la Commission européenne aux pays membres de l'Union européenne, où elle recommande un certain nombre de choix, un certain nombre de décisions, un certain nombre d'orientations politiques internes au pays, qui en réalité sont en fait des directives, des consignes. Mais évidemment, la sémantique du document ne s'applique pas comme ça, sinon ça serait prouvé que finalement, nous n'avons plus de souveraineté, que c'est la Commission européenne qui donne ses ordres en fait au gouvernement des pays membres. Et là, c'est pareil. Aujourd'hui, la question est posée. Est-ce que ces comités de conseil, ces sociétés privées, ne font pas tout simplement du lobby? Et la question est posée. Elle est très importante. Sauf que on constate que l'affaire McKinsey, on est en train d'essayer un petit peu de la pousser.
la mettre au second plan. Et la deuxième affaire, évidemment, c'est la déclaration de patrimoine de Emmanuel Macron. Quand on déclare même pas 1 million d'euros, quand on a été président pendant 5 ans et qu'avant on a travaillé pour Rothschild, qu'on a une carrière quand même dans les affaires, c'est-à-dire qu'on est en train de nous faire croire qu'avec la carrière qu'il a eue, il n'a pu développer qu'un patrimoine de moins d'1 million d'euros. De qui se fout-on? Ça serait d'ailleurs, c'est-à-dire que dans les milieux de la finance, ça serait le seul mec qui aurait eu cet esprit philanthrope, humaniste, solidaire, de ne pas s'enrichir personnellement de ses positions. Ça fout de la gueule de qui? Heureusement, il y a quand même des journalistes qui ont été fouillés et qui ont quand même trouvé des trucs. Mais c'est des trucs qui, évidemment, on va trouver l'explication. Ah oui, mais c'est hors champ patrimonial français. C'est-à-dire que ce sont des choses qui, en effet, appartiennent au président, que le président investit, a placé à droite à gauche, etc., mais qui ne rentrent pas dans le cadre de ce qu'il a l'obligation de déclarer. Vous savez, c'est un peu comme les fameuses déclarations de liens d'intérêt des médecins, des chercheurs, des biologistes, etc., pendant la pandémie. Ils le font, mais attention, ils n'ont pas l'obligation de le faire. Contrairement à ce que certains disent. Ils le font parce que c'est une façon pour eux de montrer, de démontrer qu'ils savent faire de la transparence par rapport à leur fonction, mais ils n'ont pas l'obligation de tout déclarer. Donc vous voyez, il faut bien vous dire une chose, c'est qu'aujourd'hui, toutes les lois, tous les textes, tous les outils qui permettent de s'assurer de la crédibilité, de l'authenticité, de l'éthique de gens à qui on confie des responsabilités, eh bien on se rend compte que finalement, ce sont des structures, ce sont des organisations qui ont parfois des petits flous, des petites souplesses, des écueils, des trous noirs, qui permettent justement à ces gens, finalement, de pouvoir planquer ce qui pourrait être un peu trop révélateur de leur positionnement de conflit d'intérêts. Donc voilà pour la situation. Donc on est à une dizaine de jours maintenant du premier tour. Donc je vous le dis, premier tour, qui sera véritablement et fondamentalement déterminant pour le second tour. Comme je vous l'ai dit, les résultats du premier tour, c'est à la limite, il n'y a pas besoin de faire de second tour parce qu'on sait déjà qui va gagner. Je vous rappelle, le principe des reports de voix, etc., des négociations. Bon, écoute, je dis à mon électorat de voter pour toi, mais en échange, tu me donnes 10% de position dans ton prochain gouvernement, etc., où on te garantit... Enfin, vous voyez, c'est de la magouille, tout simplement. C'est de la magouille. C'est-à-dire que vous Français, à qui on a, pendant un an, dit des discours, accusé Pierre-Paul Jacques, dénoncé tel ou tel truc, promis tel ou tel truc, etc., mais finalement, ces gens-là, on n'a rien à foutre. Donc on verra bien, ce sera la surprise. Mais, pour être tout à fait honnête, je ne crois pas que malheureusement les choses iront dans le bon sens. Je pense que tout semble bien se mettre en place pour permettre à Macron d'être réélu. Sauf qu'une réélection de Macron, c'est soit la France finit à genoux, et les Français deviennent des petits moutons, des esclaves. Ceux qui ont encore un minimum de fierté, un minimum de patriotisme, etc., peut-être s'organiseront dans des résistances ou fuiront à l'étranger. Ou alors, ça finit en guerre civile. Parce que ça sera une guerre civile. Ça sera la guerre civile, comme je vous l'ai dit, de cette France qui se torche le cul de certaines valeurs républicaines, de certaines valeurs sociales, etc., qui ne sont que dans l'arrivisme et la cupidité de par l'ultralibéralisme auquel ils sont alimentés, et avec toutes les collusions, complicités, collaborations que ça implique, et la France populaire, la France laborieuse, qui est en train de devenir la France esclave moderne. C'est-à-dire cette France qu'on va acheter, qu'on va tenter d'acheter,
par de l'aide sociale. Mais le fameux revenu universel, souvenez-vous. Mais regardez ce qui se passe déjà avec le RSA. Regardez le RSA, ce qu'ils veulent en faire. Hein? Ne pas laisser les gens comme ça gagner le RSA sans derrière aussi contribuer et de mettre le main à la pâte. C'est-à-dire permettre à des gens de bénéficiaires du RSA d'être utilisés pour des entreprises, alors pas forcément pour des temps pleins, hein, mais des temps partiels par exemple, pour travailler dans des entreprises. On appelle ça du dumping social. On appelle ça mettre à disposition des main-d'œuvre à bas coût. Eh bien avec le revenu universel, ça sera exactement la même chose. C'est-à-dire qu'on vous donnera de l'argent pour satisfaire à vos plaisirs, pour satisfaire votre consommation, pour satisfaire, vous acheter des consoles de jeux, des télés, de payer vos abonnements Netflix, d'avoir un petit peu de loisirs, mais vous serez toujours enfermé dans le carquois d'être redevable à l'État. Et donc d'être déposé en tant qu'asservi à l'État. Asservi à l'État, humainement, matériellement, idéologiquement. C'est-à-dire une forme de suppression de certaines libertés fondamentales. Voilà. Donc regardez ce qui se passe avec le RSA et vous comprendrez ce que c'est que le revenu universel. Sur ce, passez un bon week-end, et d'ici là qu'on se retrouve pour une prochaine vidéo. Portez-vous bien et surtout, bon courage.